mon double. Donc, merci à tous d'être venus. Donc, je vais vous présenter mon livre qui s'appelle Ne touchez pas à nos enfants. Donc, c'est l'histoire, en fait, l'histoire du livre est partie, en fait, de l'histoire de mon fils. Voilà, on a un petit problème de micro. Bah, sinon, Emmanuel, tu le fais en... Oui. Tu peux parler comme ça, voilà, on t'entend bien aussi. Ouais. Donc en fait, mon fils, donc, à l'époque, en 2021, pardon, mon fils avait 6 ans. On lui avait imposé le masque, comme à tous les enfants de 6 ans. Et il est Asperger. C'est-à-dire qu'en fait, il a parfois il est hypersensible. Et une cantinière, en janvier, lui a demandé de remettre son masque après chaque bouchée à la cantine. Il est tombé dans le mutisme. Ça a duré plus de 10 jours. J'ai fait des allers-retours à Tours, à la ville à côté de chez moi. Et la dame, la psychologue, parce qu'il n'y avait pas de psychologue là où j'habitais qui était disponible sur le coup, m'a dit ben, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 3 jours. Il a retrouvé la parole au bout de 10 jours. À ce moment-là, alors j'étais déjà partie un petit peu en guerre, on va dire au mois d'avril, quand j'ai vu un petit peu la supercherie avec les chiffres. Mais là, je suis rentrée plus qu'en guerre, en fait. C'est à partir de là où j'ai travaillé beaucoup avec Vincent Pavant et j'ai intégré après par-dessus le CSI. Et il y a quelques mois, alors quand j'ai commencé à me poser la question de savoir, finalement on fait beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses au CSI. Les paroles, il y a eu beaucoup de paroles, mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les écrits restent. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre. Donc ce livre, il allie à la fois des statistiques précises, donc issues de plus de 18 mois de recherche, mais également des témoignages, puisqu'à travers des chiffres, et on a tendance souvent un petit peu à l'oublier, c'est que les chiffres, ce sont des personnes. Et ces personnes, il faut aussi les respecter. Et mon but était aussi de leur donner la parole. Donc je ne vais pas refaire tout mon CV, je suis docteur en informatique, donc je suis spécialisée à la base en modélisation, ce qu'on appelle la modélisation et la simulation donc, numérique. Donc j'étudie en recherche principalement la dynamique, la mécanique des fluides. Je suis maîtresse de conférence dans un laboratoire CNRS et j'ai été experte à la ComUE pendant 2 ans par rapport à l'intelligence artificielle. Donc au départ dans le contexte de ce livre, d'abord, tout est question de Covid. On nous a beaucoup dit, dès 2020, dès mars 2020, on nous a beaucoup envoyé des messages du genre attention, etc. Restez chez vous, restez cloîtrés chez vous, etc. On a beaucoup présenté au CSI que le Covid-19 ne touchait pas les moins de 65 ans. On l'a rappelé également à des juridictions comme le Conseil d'État. Ce graphique est issu notamment donc, des calculs statistiques avec Vincent Pavant, mais figure également dans une plainte au Conseil d'État. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des disparités au niveau des taux de mortalité, et puis surtout que la mortalité, c'est les plus de 85 ans, et jusqu'à présent, les plus de 85 ans ne travaillent pas dans les écoles. La mortalité chez les jeunes a continué de baisser. Et le taux de mortalité, il est autour de 0,002%. On n'a pas eu de mortalité en plus. Alors bien sûr, il y a toujours des messages anxiogènes de la part il y a eu des messages anxiogènes du genre il faut absolument vacciner vos enfants, il faut bien les masquer, etc. Puisqu'ils peuvent être assujettis à des formes, ce qu'on appelle le PIMS, donc des inflammations c'est multi-organes, etc. J'ai plus le nom de l'acronyme. Ce qu'on se rend compte, c'est que déjà, dans les bases de données, en fait, les syndromes de type PIMS existent depuis toujours, il y en a toujours eu, et puis, c'est pas forcément, il n'y en a pas eu forcément plus en 2020. En tout cas, il n'y a pas eu de mortalité en plus.
Et quand on regarde la surmortalité, donc des choses qui ont été expliquées très bien par Laurent Toubiana et Pierre Chaillot, c'est qu'on n'a pas de surmortalité. Alors, la surmortalité, c'est quoi? C'est en fait, on prend le nombre de morts attendus et on le compare avec le nombre de morts observés. Si on est au-dessus, on parle de surmortalité. Si on est en dessous, on parle de sous-mortalité. Et ce que Laurent Toubiana a très bien expliqué, donc Laurent Toubiana, qui est un épidémiologiste, hein, qui s'y connaît, c'est qu'on n'avait pas eu de surmortalité en fait chez les moins de 65 ans. Nickel. Donc en fait, souvent, Laurent Toubiana, par exemple, s'est fait fact-checker dans les médias mainstream en disant que ces calculs étaient faux. Pourtant, ce sont des calculs en fait de on ne peut plus basiques, c'est-à-dire qu'en fait, on fait une moyenne, par exemple, depuis les taux de mortalité et on regarde ce qu'on a à l'arrivée. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Et ce qu'on a observé, c'est qu'on n'avait pas de surmortalité chez les moins de 65 ans. Et la surmortalité chez les jeunes, chez les actifs, chez les ados, chez les enfants, elle a continué de baisser. Donc pour ça, pour l'année de 2020. Et quand on affine un peu plus, parce que dire oui, il n'y a pas eu de surmortalité dans moins de 65 ans, ok, ça ne veut pas dire non plus, par exemple, qu'on n'a pas eu des morts autour de 66 ans, par exemple, plus de morts, etc. Ben pourtant, quand on affine un peu, ce qu'on voit très largement, c'est que la surmortalité, et c'est clair et net, c'est les plus de 85 ans. Donc on a une forte mortalité et une forte surmortalité chez les plus de 85 ans. Et finalement, on a confiné tout le monde, on a masqué les enfants pendant quasiment 2 ans, on a vacciné des gens en pagaille qui n'étaient pas assujettis à des formes graves, finalement, pour stopper cette surmortalité. Et il y a un effet de choses que malheureusement les médias mainstream ou les autres épidémiologistes ne veulent pas reconnaître, c'est l'effet moisson. C'est-à-dire qu'en 2019, on était dans un cadre de sous-mortalité. On a en fait 19 000 personnes. Donc 19 000 personnes qui auraient dû mourir finalement en 2019 et qui ne sont pas mortes. Et donc finalement, il y a eu ce rattrapage. C'est pour ça qu'on l'appelle l'effet moisson. Donc pour autant, donc on l'estime à 22 000 en 2020, mais on oublie beaucoup que en 2015, la grippe de 2015, elle a fait 18 000 personnes en surmortalité. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Pourtant, en 2015, on n'a pas vacciné les gens, on n'a pas fait la vaccination massive contre la grippe, on n'a pas masqué les gens, on n'a pas confiné les gens. Donc finalement, est-ce qu'une surmortalité de 4 000 personnes, en fait, valait le suicide de certains restaurateurs ou alors même de certains adolescents, voire même de certains enfants. Et puis, évidemment, quand on parle de surmortalité, on peut également s'intéresser à savoir s'il y a d'autres facteurs. Et ça, on l'oublie aussi, c'est qu'on a eu l'affaire Rivotril, donc qui va sortir de façon expliquée, très largement expliquée par Pierre Chaillot dans son prochain livre très rapidement, là, dans quelques semaines. Donc l'affaire Rivotril, on a élargi en fait la prescription du 23 mars 2020 pour le Rivotril. Donc le Rivotril, c'est quoi? En fait, c'est un médicament qui est contre-indiqué en cas de détresse respiratoire. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Vidal. Donc évidemment, quand on donne du Rivotril à des personnes qui sont en détresse respiratoire, elles ne peuvent pas s'en sortir, elles ne peuvent que mourir. Et donc on a 400 fois le nombre de prescriptions en 2020, concentré par rapport sur une année, concentré entre mars et avril. Donc c'est contre-indiqué en cas de détresse respiratoire, et puis bien sûr ça peut totalement expliquer la surmortalité des personnes âgées. Et bien sûr, le Centre national des soins palliatifs, lui, s'est justifié pour dire non, mais vous inquiétez pas, on l'a juste utilisé pour endormir. Oui, pour endormir, mais c'est sûr que les personnes n'allaient pas se réveiller. Donc on a euthanasié malheureusement des personnes,
Il y a eu, quand vous parlez avec certaines infirmières, par exemple, elles vous disent, et il y en a qui le vivent très mal, hein, elles vous disent, mais oui, mais à cette période-là, en EHPAD, c'était le protocole, en gros, le protocole Rivotril. On allait, voilà, on savait que ces personnes-là, on avait des réas qui étaient quasiment saturées, on savait que ces personnes-là aussi allaient mal supporter les réas, parce que ça aussi, c'est un fait. Mais on n'a jamais cherché à les soigner. Par contre, on a cherché à les endormir avec un médicament qui était contre-indiqué. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est l'abandon de soins. Quand Jérôme Salomon arrivait fièrement sur son pupitre pour nous exhorter de ne pas aller au médecin, surtout restez chez vous et prenez du Doliprane. Voilà. C'est sûr qu'avec ça, on ne peut que s'en sortir. Donc ça, c'est la règle des 3D. Donc cette règle-là, elle a été formellement donnée par les ARS, par la Haute Autorité de Santé, le dodo, domicile, Doliprane. Et le résultat, c'est que c'est la première fois, enfin en 2020, ça a été la première année où on a eu plus de morts en dehors de l'hôpital qu'à l'hôpital. En fait, il y a des gens qui sont décédés chez eux, tout seuls, sans aucun soin. Et également l'absence de débat. Donc je rappelle, vous parlez avec n'importe quel scientifique, on va dire, qui ne passe pas dans les médias mainstream, bien sûr, bien évidemment. Aujourd'hui, ça va devenir une marque presque de qualité, de ne pas passer dans ces médias. La science se construit avant tout dans le débat. Et on a eu un conseil scientifique opaque, avec des méthodologies douteuses. Par exemple, Martine Vaudard a demandé au gouvernement, elle a porté un projet de loi qui visait en fait à ouvrir les séances, ouvrir les comptes rendus du conseil scientifique. Donc son texte n'a pas été retenu, tout simplement parce qu'il n'a pas été porté par les autres groupes parlementaires. Donc ils ont pris des mesures sans aucun recul, et je pense bien sûr à la vaccination. Et puis surtout, il n'y a pas eu de justification scientifique, notamment au niveau des masques, au niveau du masque tout court, au niveau des masques chez les enfants. Et ils ont appliqué simplement le on teste et on observe. Et évidemment, si on se rend compte que ça ne va pas, on cherchera d'autres excuses pour ne pas avoir de faute. Donc l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, elle dit avant toute chose, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Quand on dit ça, pourtant, ce qu'on voit, c'est que le masquer des enfants 10 heures par jour, les vacciner avec des protocoles en phase 3, leur imposer des règles stupides, du genre on met un masque on met pas de masque pendant le sport, mais on met un masque à la récré quand on joue au foot, les priver de fêtes d'école, etc. Ça, c'est pas prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant. Tout simplement. Donc, dans une première partie, je vais vous présenter d'abord quelques chiffres autour de l'impact du masque et du protocole sanitaire. Et ensuite, on ira doucement vers une deuxième partie qui est autour de la vaccination, sourcée avec des chiffres. Je vous montrerai également l'impact qu'on a, on va dire, aujourd'hui, où on a encore peu de recul. Donc d'abord, on a eu 49 protocoles sanitaires différents depuis 2020. 49 protocoles. Alors quand on fait en fait la moyenne, vous amusez en fait à enlever toutes les vacances scolaires, vous faites la moyenne, et là en moyenne ça fait un protocole toutes les 2 semaines. Voilà. Merci Jean-Michel Blanquer. Donc le socle principal, c'est le port du masque. Ça a été le port du masque, alors assez rapidement, dès le mois de novembre, dès le mois même de septembre, au collège et au lycée. La distanciation sociale des élèves, le non-brassage des élèves, le sport par exemple interdit en intérieur. Donc on a eu par exemple des classes qui faisaient sport en extérieur avec -10 dehors.
Et puis des protocoles qui changent au gré des saisons sans aucun délai de prévenance. On se souviendra par exemple l'affaire de Jean-Michel Blanquer qui a donc proposé, enfin qui a stipulé le dernier protocole sanitaire entre Paris et Ibiza à des enseignants dans un journal payant. Donc voilà, on constate le mépris. Et puis donc il n'y a jamais eu d'impact, d'études d'impact à la fois physiologique mais également psychologique sur les enfants. Et on en a demandé à les Mamans Louves, les collectifs unis des Enfances et Libertés en ont demandé. Et pourtant, celui-ci a été refusé par le Conseil d'État. Alors en 2021, quand les collectifs unis d'Enfances et Libertés sont partis au Conseil d'État, les avocats nous ont proposé avec Vincent Pavant de pouvoir trouver des indicateurs par rapport au port du masque chez les enfants. Donc au départ, on voulait simplement comparer le Covid avec la grippe. Est-ce que finalement le Covid était plus grave que la grippe chez un enfant? On n'a pas trouvé les chiffres qu'on voulait. Il n'y avait pas les chiffres, les remontées de la grippe en 2021, 2022. Et donc par contre, on est tombé sur les pneumopathies et sur l'asthme principalement. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait on a un pic. Alors, ce que vous voyez sur le graphique ici, c'est ce qu'on appelle des taux d'hospitalisation brute. Alors, je vais faire très simple. Vous comptez le nombre de personnes qui ont été hospitalisées suite à une admission aux urgences. Et puis, pour avoir un taux, vous les divisez toutes par 1000. Donc, ça vous donne un taux. Donc, plus, en fait, la courbe, elle augmente, plus ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont été hospitalisées donc, pour certaines pathologies. Donc là, ce qu'on voit, c'est les pneumopathies en noir, bien noir. En gris, vous avez l'asthme. Et en petit pointillé, vous avez le Covid. Et ça, c'est chez les moins de 15 ans. Et ce qu'on remarque, donc cette courbe, elle n'est pas anodine, puisque ce qu'on remarque au niveau des pneumopathies, c'est qu'on a en fait, ici, c'est encadré en rouge, une espèce de grand pic. On a des grands pics par rapport aux années précédentes. Et ça commence dès 2020. Alors là, il s'agit bien de pneumopathie, il ne s'agit pas du tout de Covid. Et on a la même chose pour l'asthme. Alors, je vais expliciter ces graphiques. En fait, quand on regarde les variations, on pose la question, est-ce qu'il y a eu plus de pneumopathie, par exemple, chez les moins de 15 ans, en 2020, en 2021, etc. On calcule des taux de variation. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en 2020 et 2021, on a eu des semaines pour les pneumopathies avec des augmentations de plus de 90%. Pour l'asthme, des semaines avec plus de 60%. Des chiffres qui sont assez historiques et inédits. Ça, ce sont des chiffres de Santé publique France. Donc, Olivier Véran était, on va dire, j'ose quand même espérer, au courant de ces chiffres-là. Mais visiblement, ça ne l'a pas inquiété. C'est pas grave. On masque quand même les enfants. Donc, on a eu un tas d'enfants, en fait, c'est les courbes en noir, on voit que c'est largement supérieur par rapport au niveau 0, que dans les autres tranches d'âge. Par exemple, vous prenez les 15-64 ans, il n'y a pas, on a des variations autour de 20%. Et puis vous prenez les plus de 65 ans, là vous n'avez aucune variation. On a eu le même nombre de pneumopathies, on va dire, le même nombre d'hospitalisations de pneumopathie que les années précédentes. Et on a la même chose au niveau de l'asthme. Alors en 2022, ça a été un petit peu l'accalmie. Et alors, ce qui a été fort intéressant, c'est qu'on a des taux à partir de la semaine 11 qui deviennent presque négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu moins d'hospitalisation de pneumopathie, donc là chez les moins de 15 ans, cette semaine-là par exemple, que les autres semaines des autres années. Les taux redeviennent normaux. Et on a des variations entre plus 15% et moins 15%. La semaine 11, c'est les données de Santé publique France. C'est pas moi qui le dis.
Alors, on se dit oui, mais on a quand même des petits taux, des plus 10% la semaine 13, etc. Pourquoi pas? Et quand on regarde les bronchites aigus, on a la même chose, on a des pics extrêmement hauts, avec des semaines à plus de 45%. Je vais passer un petit peu vite sur les graphiques. Et puis, à partir de 2022, à partir de la semaine 11, spécialement de 2022, ces taux redeviennent normaux, voire même négatifs. La semaine 11, ça correspond à la semaine du 14 mars 2022. Vous pouvez tous voir sur vos calendriers. Le 14 mars, c'est la levée du port obligatoire en intérieur dans les classes. Voilà. Et à vrai dire, quand on a fait ce travail, c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu pour finir ce livre, c'est parce que je me doutais, j'avais le pressentiment qu'on allait voir des choses comme ça. Je ne pensais pas qu'on allait avoir des variations négatives, mais je me suis dit, si c'est dû au masque, si ce qu'on pense est dû au masque, puisqu'il n'y a pas de hasard, on aura forcément des variations négatives. Et bien c'est arrivé. Donc c'est pour ça que j'ai attendu le mois de juin vraiment pour finir, on va dire, la rédaction de ce livre. Alors on pourrait, bien sûr, on pourrait largement penser que c'est dû au masque. Et ça serait une pensée qui serait totalement justifiée, puisque Fabrice Cara, qui a été auditionné en 2009 par le Sénat lors de la grippe du H1N1, a dit, noir sur blanc, c'est dans le rapport officiel du Sénat, il existe un risque de surcontamination estimé à 15% des masques FFP1 en cas de pathologie respiratoire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous portez un masque, que vous avez un petit virus, rien du tout, un petit rhume, ben vous avez 15% de risque de vous surcontaminer. 15%, c'est pas rien. Et ça, ce risque, il a été également, il est reconnu dans la littérature scientifique, à des publications, dans des revues, dans des journaux officiels. Si bien qu'en mai 2020, Santé publique France disait, concernant le masque, c'était écrit, noir sur blanc, merde, j'ai plus rien. Pardon. Le port systématique de masques dans l'espace public pour réduire la transmission du virus SARS-CoV-2 est discuté. Excusez-moi, je vais peut-être l'arrêter. Hein. Ah oui, pardon. Notamment au niveau des comportements discutés, des études montrent une réduction modérée, cependant non significative, des infections respiratoires par le port du masque en communauté. Ça, c'est Santé publique France en mai 2020. Et alors, l'aberration totale, c'est qu'en juillet 2020, dans certaines rues de Paris, arrive l'obligation du port du masque. Alors là aussi, pourquoi certaines rues de Paris et pas d'autres, on ne sait pas. Vive la science. Donc, outre l'impact physiologique, on a également l'impact psychologique. Donc, il y a eu plusieurs enquêtes de terrain, notamment par les Mamans Louves, qui ont sorti un rapport d'impact très complet sur l'impact psychologique de cette crise sur les enfants. Mais il y a eu également, donc, à titre d'exemple, l'enquête Oui, c'est le Pays Basque. C'est hyper dur à dire. Et du scolaire. Voilà. Elle le dit vachement bien, Roxane. Bah, c'est des amis. On m'a appris. Donc là, on a eu 533 enfants. Donc, ils ont testé 533 enfants. Ça a été une enquête de terrain. Ils sont arrivés avec des questionnaires. Ils ont demandé aux enfants comment vous vous sentez, etc. Donc, très majoritairement, à plus de 54%, les enfants sont en colère. Et également, donc, quand on leur demande qu'est-ce que tu ressens par rapport au protocole sanitaire, ils ont également beaucoup de colère et puis de la tristesse et de la peur.
Donc, les enfants sont en colère par rapport au masque, par rapport au protocole sanitaire. Ils se sentent pas bien dans leur peau, ils se sentent pas bien tout court. On les a privés de leurs copains, on les a parqués, des fois avec des barrières de police dans certaines écoles de cours de récréation, ce qui est extrêmement violent. Mais également, on a également des enfants qui souffrent physiquement, puisque un enfant sur deux interrogé ressent des maux physiques comme des maux de tête, des maux de ventre, des problèmes de peau, etc. Et l'avis des médecins de ce collectif, puisque c'est un collectif constitué autour de médecins, mentionne des troubles donc, de type donc, hypoxie ou hypercapnie. Donc l'hypercapnie, c'est en fait une trop grosse concentration de CO2 en fait, dans le sang. Donc ils disent donc, dans leurs études, donc ces résultats sont fortement inquiétants et il semble indispensable de s'interroger sur le devenir psychologique, notamment au niveau des comportements agressifs ou dépressifs futurs de tous ces enfants et adolescents à qui on a imposé le masque depuis si longtemps. On a également l'enquête d'une maman engagée dans les collectifs unis d'enfance et liberté, qui a été réalisée en avril-juin 2021. Donc, elle est allée sur le terrain et elle a interrogé 1826 enfants. Donc vraiment chapeau. Donc répartis sur les 3 cycles de façon quasi équitable. Et quand on leur demande mais que ressens-tu quand tu portes le masque, 87% répondent j'ai des difficultés à respirer. Et à la question qu'est-ce qui a changé pour toi, 76% répondent par je n'ai plus envie d'aller à l'école. Voilà ce qu'on fait à nos enfants. Alors après, il y a également l'enquête des mamans louves que vous pouvez retrouver sur les mamans louves. Quand j'ai écrit ce livre, je n'avais pas encore connaissance de l'étude d'impact, sinon je l'aurais mis. C'est une étude d'impact qui est extrêmement fournie avec des références scientifiques. C'est à l'heure actuelle la plus complète qui existe. Donc je vous invite vraiment à aller la consulter. Donc depuis 2020, l'adresse, elle est au courant puisqu'elle signalait en fait déjà une augmentation de 6% des syndromes dépressifs chez les moins de 20 ans. Donc on est en 2022 et depuis 2021, Santé publique France constate ces augmentations, mais ils ne vont pas forcément faire une étude d'impact, ils observent les chiffres. Voilà. Il y a plus d'adolescents ou d'enfants dans les services de psychiatrie, on observe. Voilà. Alors Richard Delorme, qui est responsable, lui, du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Robert Debré à Paris, il répondait à une interview sur France Culture et il a signalé au micro, à l'antenne, ce qui a choqué beaucoup de monde. À l'hôpital Robert Debré, nous recevons uniquement des enfants de moins de 15 ans, donc c'est à partir de 8 ans, ça commence à 8 ans. On a des enfants qui, à 11 ans, tentent de s'étouffer avec des mouchoirs coincés au fond de la gorge et de se pendre. Voilà. Chose qui n'arrivait jamais avant. Non. Mais Santé publique France observe. Et d'ailleurs, quand vous pouvez prendre finalement le tableau tout simplement des bulletins comme ça sur la santé mentale de Santé publique France, par exemple, en avril 2022, et on observe qu'en fait, on a une augmentation des gestes suicidaires, notamment chez les 0-17 ans. Donc l'adage d'Émile de Girardin, gouverner c'est prévoir et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. Malheureusement, ça sera vrai. Alors ça c'était, quand je faisais les conférences, ça m'a passé. Peut-être que Roxane, tu veux peut-être dire un mot justement par rapport à la souffrance des enfants. Hein? Tu peux peut-être intervenir? Si vous voulez. Mais je vais me mettre là. Ouais. Non, bouge pas. Bouge pas. Ah non, c'est toi.
Bah non, en fait, oui, nous, les mamans louves... installe-toi. Alors oui, avant de créer les Mamans Louves, on avait créé Enfance et Liberté d'abord. Hein. C'est un peu les mêmes qui s'y sont collés. Mais c'est vrai qu'on a récolté, je dirais, des dizaines de milliers de témoignages. Donc ça a été la première alerte en fait de parents qui nous racontaient comment allaient mal les enfants. Et ça a été tout de suite. Il y a eu les ados d'abord, et puis après il y a eu les petits à partir de novembre, il me semble, 2020. Et en fait, moi j'avais fait un court-métrage qui s'appelait Monde à l'envers. C'est un petit court-métrage avec des témoignages de souffrance d'enfants dits par des adultes. Pourquoi dit par des adultes? Parce que on est parti du principe qu'en fait c'est aux adultes de protéger les enfants, que les enfants n'avaient pas à mener ce combat. Alors lequel? Celui déjà contre le virus. Voilà, donc c'est pas aux enfants de protéger les grands, et c'est l'inverse. Ça a été mon slogan, ça a été celui de tout le monde. Et donc j'ai fait un court-métrage en décembre 2020 qui s'appelle Monde à l'envers, et on était là pour expliquer à des adultes que c'était pas aux enfants de les protéger. Donc Monde à l'envers, pourquoi? Parce qu'on a eu toutes les valeurs qui ont commencé à s'inverser dès ce moment-là. Et on était des milliers et des milliers de parents à pas être d'accord avec ça, parce que juste, on peut pas être d'accord avec un monde à l'envers, avec des valeurs inversées. Et on a récolté tous les témoignages de ces enfants, parce que c'était important, et c'est ce que a fait Emmanuel derrière, c'est d'en faire un bouquin. Et c'est important qu'il y ait des traces écrites, et tu as bien raison Emmanuel de le faire. Et on a gardé tous ces témoignages. Ces témoignages, on a essayé, justement, avec les Mamans Louves, d'en récolter davantage, parce que les Mamans Louves, c'est arrivé 1 an après Enfance et Liberté. En fait, oui, je me suis réveillée un matin et j'ai dit, j'en ai marre, je vais aller à l'Élysée, je vais aller voir le Macron, parce qu'en fait, on allait voir tout le monde. Et à chaque fois, à chaque stade, on nous disait, bah, c'est en haut que ça se passe. Qu'on aille voir les directeurs d'école, les recteurs d'académie, les préfets, les élus, les maires, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des sénateurs, on a vu des députés, on est allé voir un nombre incalculable de personnes, on a mené des actions, la plus grosse action collective dans toute l'histoire de France, devant le Conseil d'État, balayée avec d'un revers de main. Il y a un nouveau variant, allez en voir tous vos arguments, on s'en fiche. Tout ça, en fait, on est juste dans une société pas acceptable. On est dans un avenir qui n'est pas acceptable. Donc, oui, on s'est unis. Donc, Enfance et Liberté, les collectifs unis, 400 collectifs de parents en France. Voilà d'abord ce qu'on a créé. Ensuite, j'ai lancé les Mamans Louves et il y a une partie des personnes d'Enfance et Liberté qui m'ont rejoint. Et puis, il y a d'autres collectifs qui sont venus aussi. Et puis, ça a été un coup de marketing un peu, les Mamans Louves, parce qu'on s'est dit, bah voilà, on va créer une image forte. Et là, on a eu encore plus de témoignages 1 an après. C'était hyper dur. À titre personnel, j'avais à peu près 30 mamans en pleurs tous les jours. Qu'il fallait trouver des solutions, des débordements dans les écoles, parce que c'est pas juste le fait de porter le masque, c'était aussi tout ce qui allait derrière, tout cet excès de zèle dont on fait preuve des adultes censés veiller aux enfants et censés veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et qu'est-ce qui revenait toujours? La peur de l'adulte projetée sur l'enfant. Et ici à Forcalquier, j'ai une amie dont la fille elle-même m'a raconté son expérience, ses traumatismes, à quel point depuis cette histoire de Covid, en fait, elle n'arrive plus à dormir. Et c'est un exemple parmi des centaines de milliers. Et on a été voir Macron en personne. J'ai été personnellement lui déposer une lettre devant la presse mainstream à l'Élysée. Je précise mainstream parce que voilà. Il y avait des personnes des renseignements généraux qui ont fait remonter les informations. Donc les informations, ils les ont. Ils le savent. La souffrance des enfants, ils la connaissent. De l'aveu d'Emmanuel Macron lui-même. De son aveu lui-même.
quand ils distribuent des tickets psy à nos enfants pour qu'ils puissent aller enfin voir un psychologue peut-être un an après, parce que les CHU pédopsychiatriques sont débordés et ils n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme. Voilà la réponse du gouvernement, voilà la réponse de tous ces dirigeants censés vouloir faire le bien et à la question la plus importante qui soit les enfants. Donc oui, on a travaillé main dans la main. Tous les gens qui n'étaient pas d'accord, vous êtes là, vous êtes vous aussi avec nous, on travaille tous main dans la main, on essaye de mener des actions. Et oui, le bilan qu'on a créé, il faut que tout le monde s'en serve. C'est un bilan d'impact psychologique qui montre que la santé des enfants ne va pas bien. Et ce bilan, il est sourcé avec des paroles des gens du gouvernement lui-même. Parce que il y a quand même des bribes de choses qui sortent, et nous, le travail qu'on a fait, c'est de rassembler toutes ces paroles de scientifiques qui eux-mêmes se sont exprimés, toutes ces paroles de psychologues qui sont vraiment des personnes qualifiées pour pouvoir mesurer tout ça, d'orthophonistes, de personnes qui sont dans le creux de l'action et qui sont sur le terrain. Et ce bilan, il marche. C'est une arme importante dans notre combat dans la protection des enfants. Et ce bilan, il faut le distribuer, vraiment. Vous allez sur mamanlouf.com, vous allez dans l'onglet Action et vous allez voir le bilan d'impact, vous le téléchargez. Il y a une version simplifiée et une version longue. Il n'y a pas eu un seul élu, quand il a lu ce bilan, qui n'a pas été sensible. C'est 30 et quelques pages, certes, mais poussez les gens à le lire. Et parents, il va falloir qu'on dise non maintenant à la rentrée, à tous ces protocoles. Je vais laisser Emmanuel terminer. Et on mène des actions aussi, on mène des actions à la rentrée, là, une action d'ailleurs qui s'appelle # n'y pense même pas à faire revenir tes protocoles. Parce que là, et moi c'est la punchline que j'avais lancée sur CNews qui avait fait la une de Twitter pendant 2 jours, une société qui ne protège pas ses enfants, c'est une société qui est malade. Voilà. Et aujourd'hui, nos enfants sont mal, ils vont mal, c'est un fait, il n'est pas à prouver. Puisque tous les chiffres le montrent, il y a eu plus de suicides d'enfants dus aux mesures sanitaires que d'enfants morts du Covid. Voilà. Et je ne parle pas de tous les enfants qui ont fait des tentatives de suicide, qui ont des idées suicidaires, qui ont perdu espoir en la vie, qui ont perdu espoir en tout. Je ne parle pas de tous ces enfants qui ont des troubles du sommeil, qui ne veulent plus aller à l'école, Emmanuel en a parlé. De ces enfants qui aujourd'hui n'arrivent plus à avoir une vie d'enfant insouciante et belle, à cause de protocoles qu'ils ont vécus et qui ne les concernaient pas parce que ce n'est pas, encore une fois, une maladie pédiatrique. Tout simplement. Donc c'est aux parents d'agir, c'est aux parents d'y aller. Les enfants ne pourront pas se défendre eux-mêmes. Voilà. Donc je laisse Emmanuel terminer, je la remercie, je voudrais faire juste un petit check-up, même si on ne va pas la montrer à l'écran. Marjo qui est là, et parce qu'il y a des enseignants quand même, et des directeurs d'école qui ont été extrêmement bienveillants. Dans l'école dans laquelle était mon fils, et Emmanuel a pris le témoignage pour son bouquin, il y a une petite fille qui a été laissée à l'abandon pendant toute l'après-midi, parce qu'elle avait mal au ventre et elle avait de la fièvre. Et tous les enfants ont vu cet enfant de 6 ans, dehors, dans la cour de récré. Ils n'arrivaient pas à joindre les parents. Elle était pliée en 2. Elle ne pouvait pas respirer comme il fallait. Elle était mal parce que la douleur était très forte dans son ventre. Et personne ne s'est occupé d'elle toute l'après-midi. Quand sa nounou est venue la chercher, elle l'a emmenée à l'hôpital parce qu'elle avait une fièvre incroyable. Elle était en train de mourir. Elle faisait une péritonite. Et ça, c'est inadmissible. Et des débordements comme ça. Il y en a eu des tas et des tas et des tas. On a une émission qui s'appelle Les enfants au cœur. Dans cette émission, j'ai interrogé des familles, des gens qui n'ont aucun intérêt à mentir. Et cette émission, à chaque fois que je l'ai préparée avec Pierrick, on a pleuré. On a pleuré parce que c'est inadmissible d'entendre qu'un enfant qui a un problème et qui est déjà en situation de handicap dans une école et qui ne peut pas porter un masque est parqué dans une salle à côté de la classe où il y a ses camarades, sans enseignant pour l'aider, avec
un démarquage au sol pour que les autres enfants ne s'approchent pas de lui. Un enfant qui a été obligé de prendre son déjeuner ailleurs qu'à la cantine, dans une salle à part. Il y a eu des enfants qui faisaient leur récréation dans les locaux à vélo, parce qu'ils avaient des certificats de contre-indication contre le masque quand l'école acceptait de les prendre. Et cette inhumanité, un jour, elle sera jugée. Et là, ce message s'adresse à toutes les personnes qui encadrent les enfants. Vraiment. Un jour, vous serez jugés. On ne conduit pas les trains là où on sait qu'ils mènent sans savoir. On le sait. On sait où ça mènera les enfants. Mon fils lui-même a eu le même problème, directeur de la cantine, qui lui a hurlé dessus parce qu'il s'est levé 2 secondes pour aller boire de l'eau. Quoi de plus naturel? Il s'est levé 2 secondes sans son masque, il a pris de l'eau, il s'est fait hurler dessus, il s'est fait agresser verbalement par le directeur, le chef de la cuisine. J'ai fait une sommation interpellative pour dire à ce directeur de cuisine, attention, j'ai pas le droit de rentrer dans l'école, on me laisse pas rentrer, mais attention. Il s'est fait hurler dessus, on lui a dit, tu veux tuer tes grands-parents? C'est ça que tu veux? Mon fils ne voulait plus aller à l'école, mon fils ne voulait plus aller à la cantine, ses camarades n'allaient pas bien, ce sont des dégâts incroyables sur un enfant. On a dû déscolariser l'enfant, son père et moi. Donc ça, c'est pas envisageable, c'est inadmissible. Et l'école a reconnu, écoutez bien, que ce qu'avait fait le chef de la cantine était, il ne cautionnait pas ça. En revanche, il cautionnait encore moins 3 pauvres questions auxquelles il s'est défilé en disant « Mon employeur vous répondra ». Donc l'école m'a écrit noir sur blanc, nous ne cautionnons pas ce qu'il a fait, bien sûr. Mais nous sommes obligés d'annuler le contrat, c'est une école privée sous contrat, le contrat de votre fils pour l'année prochaine. Donc l'agresseur s'en sort indemne, l'enfant, lui, qui n'a rien fait, des parents qui essayent de défendre leurs enfants, en fait, eux se font virer de l'école, donc c'est eux qui prennent la punition. Monde à l'envers. Nous, chez les mamans louves, on a 2 pôles. Le monde à l'envers, le monde à l'endroit. Le monde à l'envers, c'est celui où on déconstruit tout ce qu'ils essayent de nous mettre aujourd'hui comme valeur inversée, comme loi, comme société qui se profile dans le futur pour nos enfants et dont on ne veut pas. Et le monde à l'endroit, c'est tout ce qu'on essaye de reconstruire. Comme par exemple cet endroit ici, merci au Café des Libertés, ils ont créé un endroit pérenne où tous les mercredis, il y a des activités pour les enfants. Et voilà, dans l'insouciance, dans le bonheur, sans discrimination, sans test sérologique, ceci, cela. Les enfants, on les protège, et voilà. Donc, merci à tous les parents qui s'engagent. Je laisse Emmanuel terminer. Et merci à vous d'être là et merci pour l'écoute. Merci beaucoup à Roxane. Donc le témoignage de Roxane figure dans le livre justement, un témoignage extrêmement percutant. Je vous invite vraiment tous à en prendre connaissance. Donc on peut continuer si vous voulez sur... Il n'y a pas plus de télé. Peut-être tu nous montres ton ordinateur. Montre-nous ton ordi. Bah écoute, Pour la conférence, je... Non. Ça... Bon, si vous voulez, on va parler peut-être de la vaccination. Voilà, c'était la deuxième partie. Alors, justement, la vaccination, depuis une semaine, c'est un peu sur le... Enfin, c'est revenu sur le devant de la scène grâce au coup médiatique par rapport aux affiches de Toulouse qui a failli entraîner un étranglement de Jérôme Marty, qu'il a reconnu lui-même. Donc, déjà, en fait,
Quand on parle quand on parle de pharmacovigilance, tout de suite, les médias mainstream disent oui, mais non, mais l'imputabilité. Le 1% que vous avez sorti, ce sont depuis de bases de données de pharmacovigilance dites passives, de déclarations spontanées. Dedans, tout n'est pas imputable. Alors, la pharmacovigilance, c'est pas en fait une enquête de Sherlock Holmes. La pharmacovigilance, elle a pour but simplement de pouvoir déceler des signaux d'alerte. C'est le but. Est-ce que, par exemple, un vaccin est bien toléré? Est-ce qu'il existe des effets secondaires? Alors, il y a plusieurs techniques pour faire ça. D'abord, en fait, il regarde le nombre de signalements, par exemple, d'une pathologie considérée, et il compare le chiffre à celui en population générale. Si ce chiffre il est plus haut, on pourrait dire attention, il y a peut-être un truc. Si ce chiffre il est pareil ou plus bas, on dit ben non, en fait, ça n'a pas forcément d'impact, donc bon, c'est peut-être pas le médicament, etc. Alors quand on parle d'imputabilité, au sens propre du terme, donc évoqué par Jérôme Marty, on s'appuie sur une méthode qui existe depuis plus de 40 ans, qui est la méthode dite Bégaud, donc qui vient en fait du professeur de l'université de Bordeaux, Bernard Bégaud, qui s'appelle la méthode de challenge, déchallenge, re-challenge. Donc en fait, on prend un médicament, vous prenez un médicament, vous avez un effet. Là, vous dites à votre docteur, ah mon Dieu, j'ai pris ce médicament, par exemple, j'ai plus mes menstruations, ou alors j'ai plein de boutons. Il va vous dire, écoutez, vous allez arrêter de le prendre. On va voir ce qui se passe. Donc vous ne le prenez plus et vous constatez ce qui se passe. Si vous n'avez plus de boutons, il va vous dire, vous allez reprendre le médicament. Là, il y a deux cas de figure. Soit vous avez encore des boutons de nouveau, soit vous n'en avez plus du tout. Et si vous en avez de nouveau, ça vient du médicament. Si vous n'en avez plus, ça ne vient pas du médicament. Le problème, c'est qu'un vaccin, on ne peut pas se dévacciner. Ça n'a pas de sens. Donc, quand on parle d'imputabilité, l'imputabilité n'existe pas au sens propre du terme. On ne peut pas, à part avec une autopsie, à part comme ce qu'a évoqué, l'a signalé très bien Carole Fouché, il faut prendre en fait le cœur, vous prenez les tissus du cœur, prenez le cœur, vous le coupez en morceaux, en tranches très fines, à peu près, ça fait de la cuisine, à peu près 1 cm, même pas, on va dire 1 mm d'épaisseur, et vous dosez la protéine spike. S'il y en a plein, oui, ça veut dire que ça vient du vaccin. Faire découper un cœur en tranches sur une personne vivante, c'est généralement déconseillé. Sinon, on s'en sort pas vivant. Et faire une autopsie aussi, c'est aussi, pour ça il faut mourir. Donc les personnes qui affirment dire oui, mais ces chiffres sont faux, vous n'avez pas la preuve d'imputabilité. Déjà, la preuve d'imputabilité, on ne l'aura jamais, déjà d'une part. Et puis eux aussi ne peuvent pas dire que il n'y a pas de lien par rapport au vaccin. Ils ne peuvent pas non plus le dire. Ce qu'on ne peut pas affirmer dans un sens, on ne peut pas affirmer dans l'autre sens. Et le but de la pharmacovigilance, c'est pas de déduire une imputabilité, c'est d'avoir des signaux statistiques qui permettent de déceler des effets secondaires. Donc, on a les chiffres en fait qu'on a présentés sur les affiches de Toulouse. C'est issu de 2 bases de données. Une base de données, donc la base de données européenne, EudraVigilance, et la base de données américaine, donc le VARS. Et quand on travaille sur ces bases de données de pharmacovigilance, il y a d'emblée un biais qui arrive. Et ça, c'est référencé dans la littérature scientifique. Il y a plein d'articles qui vous disent, dans ces bases de données, on n'a qu'entre 1 à 10% des déclarations. Pourquoi? Parce que les médecins vous disent non, mais ça n'a pas de lien, pas besoin de déclarer, entre autres, ou alors il y a une méconnaissance également du public de l'existence de ces bases. Donc en fait, on a à peu près, en termes de signalement, on a à peu près à ce jour, en termes d'effets graves, plus de 800 000 effets graves. Et quand on le reporte en fait par rapport au nombre d'injections, au nombre de doses en Europe,
plus d'1 milliard de doses, ça nous fait un effet grave toutes les 100 injections. Et alors, ce qui est quand même assez drôle, malheureusement, ça c'est depuis la base européenne. Et quand on calcule depuis la base américaine, qui n'a rien à voir, ben on a le même résultat. Un effet grave, toutes les 100 injections. Alors, chez les enfants, on va avoir des indicateurs comme, on a par exemple décelé des arrêts cardiaques. Donc, par exemple, depuis les données européennes, on a à ce jour 20 décès par arrêt cardiaque. On a des myocardites, etc. Donc, les 5-11 ans ont été très peu vaccinés en Europe. Donc, déjà, on a ça qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On a à peu près seuls 5% des 5-11 ans ont été vaccinés en Europe. Donc, déjà, 20 décès par arrêt cardiaque, c'est déjà beaucoup. On ne devrait pas trouver ça. Les myocardites, pareil. Et quand on regarde également, donc, par exemple, chez les ados, on a en fait donc une myocardite toutes les 1000 injections. Donc Santé publique France vous dit non mais vous inquiétez pas, c'est bénin. Moi j'ai un témoignage, on a un témoignage dans le livre où le jeune a eu une myocardite, 1 an après il ne peut plus faire du sport, limite il ne peut même pas bouger de sa chaise. Voilà. Mais pour Santé publique France, on ne doit pas s'inquiéter, c'est bénin. On a 45 thromboses, des arrêts cardiaques également, des cécités. Donc la majorité des cécités arrivent le jour même de l'injection. 68% des 50 cécités qui sont référencées sont arrivées le jour même de l'injection. Mais là, on vous dit non, mais c'est pas lié au vaccin. Et puis, donc on a en chiffre, en population générale, un décès tous les 3000 vaccinés. Donc là, on raisonne bien par vacciné, mais un décès dans tous les 3000 vaccinés. Si on compare par exemple les létalités entre les vaccins et le Covid chez les enfants, en fait on voit, donc si vous posez la question, est-ce que le Covid, si vous êtes malade du Covid, quel est le risque de mourir que si vous êtes malade du vaccin, quel est le risque de mourir? Vous comparez les deux risques. En gros, votre enfant il a le Covid, quel est son risque c'est quoi le risque qu'il a de mourir? Votre enfant, en fait, vacciné, c'est quoi le risque qu'il a, en fait, d'avoir un effet indésirable, grave, ou de décéder? Et bien, en fait, là, vous voyez que le vaccin Pfizer, donc chez les 12-17 ans, il est 300 fois plus létal que le Covid-19. 300 fois plus létal. Et pour Moderna, c'est 600 fois plus létal. Là, on est sur des chiffres monumentaux. Et quand on a dit ça donc à l'OPEC-ST, ça j'aime bien le rappeler parce que ça a été un moment assez phare où je me suis beaucoup énervée aussi. J'ai même été extrêmement désagréable avec eux, mais c'est pas grave, je l'assume totalement. Tu peux expliquer ce que c'est l'OPEC? Donc l'OPEC-ST, c'est la commission d'enquête sur les effets secondaires. On a été interrogé, donc à huis clos, bien sûr, enregistré, et pas diffusé, au cas où on ne sait pas. Au Sénat. Ouais, au Sénat. Donc avec des députés, il y avait des sénateurs, des députés, et ils nous ont dit non, mais on est au courant. Donc ils sont au courant que les vaccins sont plus létaux que Covid-19, mais c'est pas grave. La France commande des millions de doses pédiatriques pour les protéger du Covid. Et donc, concernant les PIMS, parce que Olivier Véran en a beaucoup parlé, il a dit beaucoup par an, oui, il faut absolument vacciner, puisqu'il y a des PIMS. Ce qu'on voit dans le VARS, c'est que ça a été en 2021-2022, c'est la première année où on a des syndromes de PIMS qui apparaissent en termes de déclaration. Donc les PIMS, c'est des syndromes multisystémiques, ce sont des atteintes, ça va atteinte du foie, de plusieurs organes chez les enfants. Alors c'est l'équivalent de la forme grave, si vous voulez, du Covid. Alors eux, ils ont appelé ça, c'est ce qu'ils ont mis dans la tête des gens. C'est l'équivalent de la forme grave du Covid. Il faut savoir que le PIMS, en fait, c'est quelque chose qui existe déjà, en dehors du Covid. Donc, c'est une maladie qui existait avant le Covid. Alors, le PIMS n'était absolument pas référencé dans le VARS jusqu'en 2021-2022. Ça n'existait pas, il n'y avait pas de déclaration.
Et en 2021-2022, on a 68 cas de PIMS qui apparaissent, donc chez les 5-11 ans, et on en a une cinquantaine chez les 12-17 ans. Donc il y a des Américains, il y a des docteurs aux États-Unis qui ont pensé que le PIMS pouvait être également un effet secondaire finalement du vaccin. Et qui pouvaient se servir de ça justement pour enchaîner la deuxième, troisième, quatrième dose également, donc chez les plus jeunes. Alors quand on compare en fait les vaccins, je appelle ça des vaccins, ces injections par rapport aux autres vaccins, en fait on a les vaccins en fait Covid-19 entraînent par exemple donc 5 fois plus d'hospitalisation que le vaccin contre le HPV. Donc le vaccin contre le HPV, c'est le Gardasil 9. C'est un vaccin qui a été extrêmement décrié par notamment des personnes comme Amin Younil qui travaillait en pharmacovigilance, mais également par beaucoup de médecins, médecins parce qu'ils se sont rendus compte par exemple qu'il entraînait des cécités, il avait beaucoup d'effets secondaires. Donc avec beaucoup d'hospitalisation à la clé. Les vaccins Covid ont dépassé ces vaccins qui étaient extrêmement décriés avec 5 fois plus d'hospitalisation que les vaccins HPV. Et au niveau des vaccins antigrippaux, là on bat tous les records puisque les vaccins Covid engendrent 40 fois plus de décès que les vaccins antigrippaux. Alors, je ne vais pas dire décès, mais déclaration de décès. Donc on a par exemple pour les vaccins antigrippaux un décès toutes les 200 000 injections. Et pour les vaccins Covid, on a un décès toutes les 5 000 injections là, depuis le VARS. Donc toutes classes d'âge confondues. Donc 40 fois plus. Alors ça c'est un chiffre qui vient en résonance également avec Orsonnier, qui est virologue indépendante, qui a travaillé pour Pasteur, a en fait témoigné devant le Sénat. Et elle a évoqué effectivement un facteur 40 que les vaccins Covid engendreraient 40 fois plus d'effets secondaires que les vaccins antigrippaux. Donc ça rentre vraiment en résonance. Et le chiffre des 1 pour 100 vient également en résonance avec les travaux récents du CHU de Berlin qui lui estime qu'il y a en fait un effet indésirable donc grave alors c'est 8 effets indésirables graves tous les 1000 vaccinés. Donc c'est par vacciné, d'accord? Donc ça revient à faire quasiment du 1%. Voilà. Sauf que là, bon, par injection. On est un peu plus, voilà. Et puis, donc au niveau les médias mainstream nous ont beaucoup fact-checké. Hein. Moi, j'ai été quand même, ça a été un peu violent. Au mois de mai, j'avais ma photo dans un article de l'AFP avec une grande croix rouge marquée en bas fake news. Donc, il manquait plus que le mot wanted. Et là, ouais, je pense qu'ils étaient bons. Donc, pour eux, à chaque fois, en fait, c'est oui, mais la pharmacovigilance, les bases de données que vous prenez, il n'y a pas de lien par rapport au vaccin. Vous ne pouvez pas faire des stats dessus. C'est pas possible. Ça a été donc les arguments de l'AFP et de TF1. Ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'en 2018, la Haute Autorité de Santé, dans un rapport officiel, a utilisé le VARS, a fait des statistiques en termes de rapport de nombre d'injections pour pouvoir examiner la tolérance des vaccins antigrippaux. Donc la HAS peut le faire en 2018 pour les vaccins antigrippaux. En 2022, des chercheurs n'ont pas le droit de faire la même chose pour les vaccins anti-Covid. Alors à part le cours de l'action Pfizer, je ne vois pas la différence entre les deux cas. Et donc si on enlève donc les biais de déclaration, de sous-déclaration qui sont connus, en fait on a actuellement donc dans ces bases plus de 120 000 décès à plus d'1 million. Donc tout dépend du facteur de réduction de biais qu'on utilise.
Mais bien sûr, à chaque fois, le doute ne profite pas au patient. Le décès est dû à autre chose. Le décès est dû à la cacahuète. Le décès est dû à la pilule. Le décès est dû à autre chose, etc. L'enfant tombe aveugle, ah ben c'est pas de chance, c'est le hasard. Le doute ne profite pas au patient. Il profite, bien sûr, au labo. Emmanuel? Oui. On va justement en profiter parce qu'on a ici avec nous Sonia, dont la nièce est décédée suite au vaccin. Donc quand tu voudras, tu pourras aussi la faire. Bien sûr, et ben d'ailleurs, voilà, s'il veut intervenir, peut-être témoigner. Au contraire. Tiens, on sait que ça reste à côté. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Sonia, je suis la tante et la marraine de Sophia. Certains à Fort-Calquier connaissent. Je vais la présenter, ceux qui ne la connaissent pas. Sa photo a vraiment circulé. Bonsoir maman. Merci. Et voilà. Voilà, tout est marqué là-dessus. Elle avait 17 ans. Elle a été injectée pour la première fois le 11 septembre et elle est décédée le 21 septembre 2021. Donc dans un mois, ça fera 1 an qu'elle est décédée d'une embolie pulmonaire massive qu'on n'explique pas. Sophia, elle a fait des thromboses et aujourd'hui, on ne l'explique pas. L'enquête, elle est diligentée au parquet d'Aix-en-Provence. On a un procureur qui vient de prendre sa retraite. Et lui, aujourd'hui, il ne dit pas que c'est à cause de l'injection. Je pense parce qu'il y a une grosse omerta au niveau de l'État. Donc les docteurs, certains scientifiques parlent, ils sont censurés. D'autres scientifiques n'osent pas parler, mais ça commence. On a... le procureur est parti en nous laissant un petit peu d'espoir parce qu'il demande plus d'investigation. Il s'avère que le procureur qui est parti à la retraite a demandé des recherches dans l'immunité. Il a fait demander une prise de sang au papa, à la maman, au petit frère, pour savoir... en fait, il a demandé un test de... génétique, quoi. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Et ça s'est avéré négatif pour les 3. Donc, cette recherche est tombée à l'eau. La pilule, donc il ne restait plus que la vaccination et la pilule. Ce qu'a dit Madame Darle. La pilule, elle est en suspens parce qu'on ne peut pas l'accuser. Parce que la pilule, c'était une mini pilule qu'elle prenait, c'était la Lilou. La Lilou, ça fait plus de 20 ans qu'elle est commercialisée. Apparemment, il n'y a jamais eu de problème. Sophia ne fumait pas. Il est vrai que pour nous, les femmes, une pilule avec de fumée, avec la cigarette, ça ne fait pas bon ménage. Mais Sophia ne fumait pas. Son dossier médical est intact. Elle n'a aucune maladie, aucun traitement. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Christine Coton, qui est biostatisticienne. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais contacter le laboratoire. Donc, elle l'a contacté, le laboratoire les attend. Et bien sûr, ça a été la conclusion du médecin légiste. Il dit, mais il y a quand même eu un médicament, la pilule. Mais ils ne peuvent pas la mettre en cause parce que on a fait des recherches, cette pilule, pour avoir des complications, il faut avoir une prise déjà de plus d'1 an. Sophia, ça faisait même pas 6 mois qu'elle la prenait et on a trouvé des problèmes à partir de 35 ans. Sophia n'avait que 17 ans. Donc, c'est en suspens, on ne peut pas accuser la pilule. Donc, qu'est-ce qui reste? Nous, on pense vraiment que c'est l'injection. Mais le procureur qui est parti demande plus d'investigation. Donc, peut-être que le nouveau procureur qui va être dans cette enquête va peut-être aller dans cette orientation, je l'espère de tout cœur. Parce qu'une jeune fille, 17 ans, en bonne santé, qui décède, on pourrait penser qu'elle est morte de mort naturelle. C'est ce que mon conseil me dit. Même lui, il est fou. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite. Donc, on a le petit Maxime Beltra, comme l'a annoncé Emmanuel. Lui, on a dit que c'était la cacahuète. Le gamin est décédé à 22 ans, il sait que de tout petit, il ne faut ni manger des trucs à base de cacahuètes et ni de sentir l'odeur de la cacahuète. Sinon, il pouvait avoir des problèmes. On lui a imputé ça. C'est triste. Voilà. Donc, tout ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, à part le petit jeune Yacine, qui est dans le 93 et qui devient aveugle,
Apparemment, ça a été reconnu. Mais on n'entend plus parler. C'est un peu bizarre tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Je garde quand même l'espoir et je sais qu'on va gagner. Et comme le disait Emmanuel Darl, il est vrai que dans la base des données, on n'a pas vraiment toutes les personnes qui ont des effets secondaires et des cas de décès, parce que justement, il y a des médecins qui disent « Ah non, non, ça n'a rien à voir avec ça ». Pourquoi ces médecins disent ça? On ne sait pas. Donc, moi, je sais que je ne lâcherai pas. Je mène ce combat avec l'association Verity France. Je suis une des cofondatrices avec M. Beltra, le papa de Maxime. Mélanie aussi, qui est décédée à 16 ans. Et Mélanie Massip, avec son papa. Donc, tous les trois, on a fondé Verity France. Et on se bat. On fait plein de recherches et on a l'appui d'Emmanuel. On a l'appui de Christine Coton. On a l'appui de Vincent Pavant. On a l'appui de beaucoup de scientifiques et de chercheurs qui sont avec nous. Et franchement, je pense que ce combat, on va le gagner, mais si on est tous ensemble. Donc, il est vrai que Verity France, certains n'aiment pas sa politique parce que Verity France, on va dire, ne fait pas trop de bruit, certes, mais elle récupère les effets secondaires des gens qui veulent bien leur donner et les cas de décès, malheureusement. Et je pense que tous ensemble, on y arrivera. Donc, je vous incite à contacter Verity France par mail. Attention, c'est assez long parce qu'il n'y a que 2 personnes qui traitent les mails. Pour récupérer, si vous avez dans votre entourage, de votre famille, des personnes qui ont des effets secondaires, c'est bien de le remonter à Verity France parce qu'on a fait une plainte collective déjà. Et puis toutes les personnes qui seront répertoriées, je pense qu'avec tous ces gens-là, on aura du poids. Il ne faut pas, si votre docteur vous dit non, 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 ça n'a rien à voir, eh bien, il faut insister. De soi-même, on peut aller sur le site de la pharmacovigilance et faire entrer sa base à soi pour dire que j'ai des problèmes. Voilà. Parce que les docteurs, malheureusement, il y en a qui sont au top, mais il y en a d'autres, je ne sais pas pourquoi, ils ne veulent pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre accueil. Maintenant, c'est le moment de la petite séance de dédicace de bouquin. Voilà, tous les fonds iront donc au Maman Louve, au Café des Libertés pour cette opération. Il y aura d'autres opérations dont les fonds iront directement à Verity France. Merci. Donc voilà. Je tenais à remercier Emmanuel qui me soutient. Et je remercie aussi Roxane qui, depuis le début que j'ai rencontré, me soutient aussi. Et je pense que tous ensemble, on va y arriver. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut jamais perdre espoir. Moi, ça fait 1 an que je me bats et je n'ai jamais perdu espoir. Des fois, je baisse les bras, mais je me dis pour Sophia, je lutterai parce que Sophia ne reviendra pas. Mais je voudrais l'éviter à d'autres. Je veux éviter qu'un papa ou une maman pleure. Parce que c'est pas rien. Quand je sais que Sophia n'était pas malade, je me dis c'est pas possible. Donc la vérité, je veux la savoir. Je me bats parce que je veux la vérité. Sophia ne reviendra pas malheureusement. Son papa et sa maman sont très tristes. Ils n'arrivent pas à mener ce combat. Je pense que j'ai un peu plus de hargne. Pourtant, je suis fatiguée. Des fois, je pleure. Mais je me dis, il ne faut pas que je flanche. Et je le fais pas que pour Sophia, je le fais pour tout le monde. Voilà. Parce que ma Sophia ne reviendra pas malheureusement. Et je veux éviter que ça arrive. Comme a dit Emmanuel, notre État, notre gouvernement le sait qu'il y a tous ces problèmes. Mais à qui profite ce crime? À qui? Pour moi, ça profite au laboratoire et à nos politiques. Voilà. C'est ce que je dis. Et je m'en fous que les gens s'enrichissent. Franchement, j'en ai rien à foutre que des gens gagnent de l'argent, mais pas pour faire un tas de dégâts. Voilà. Voilà. Ouais, je vous invite à aller voir l'émission numéro 4 des enfants au cœur, l'émission des mamans louves, Oui. où tu as témoigné, Oui. où il y a eu des adolescents qui sont venus témoigner de ce que tu disais, Emmanuel, tu sais. C'est vraiment des parents qui étaient mal parce qu'ils avaient forcé leurs ados à aller se vacciner. Ouais. Et ces ados-là, ils ont eu des multiples problèmes
graves qui ont fait qu'aujourd'hui, ils n'arrivent même plus à se déplacer correctement, à dormir la nuit. Ils ont des quinzaines, trentaines de médicaments par jour à prendre. Et s'ils avaient su, ils n'auraient pas fait. Voilà, ils voulaient juste aller jouer au foot. Ils voulaient juste... Et donc, vraiment, je vous invite à aller regarder ces émissions pour les gens qui disent « Oui, c'est farfelu, tout ça, c'est farfelu. » Eh bien, allez voir la réalité du terrain. Parce que d'ailleurs, dans cette émission-là, il y a eu un jeune où ça a été reconnu quand même que tous ces effets secondaires qu'il avait. Donc, oui, les enfants ne sont pas menacés par tout ça. Alors, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que dans le lycée de Sofia, c'est la seule qui est décédée. Les effets secondaires, je ne sais pas. Par contre, on a des jeunes filles qui nous ont rapporté à nous que le directeur de l'école les incitait à se faire vacciner. Voilà. Voilà. Donc, ces jeunes filles, elles ont peur, elles se retiennent encore. Et le directeur leur a dit, si vous ne vous faites pas vacciner, parce que c'est le mot qu'ils emploient, pour moi, comme je dis comme Emmanuel, pour moi c'est une injection, c'est pas un vaccin. Parce qu'un vaccin, on le fait une fois, on ne le fait pas plusieurs fois. Et puis ça ne protège pas. Delfrécy, l'ex-président du conseil scientifique, l'a reconnu. Il a reconnu lui-même. Voilà. On a Fauci aussi aux États-Unis, qui est l'équivalent de notre président du conseil scientifique, qui démissionne aussi. Parce que tous, ils sentent la patate arriver, quoi, je suppose. Et ce directeur d'école du lycée de Valabre incite ces jeunes filles et il leur dit, si vous ne vous faites pas vacciner, il faut changer de section. Donc c'est grave. Voilà. Oui, et en dehors de ça, tu te souviens, lors d'une émission, on a eu carrément des jeunes qui ont été menacés de mort par leurs propres camarades. C'est ça aussi. Ça aussi, c'est des valeurs dont on ne veut pas. Donc moi, ce que je demande, c'est que si nous, on ne s'est pas fait injecter parce que on n'est pas bête. Moi, comme je dis, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas une chercheuse comme Emmanuel, mais avec mon petit cerveau, je me suis dit, au départ, on parlait de vaccination expérimentale. Aujourd'hui, on ne parle plus d'expérimentation. Parce que ceux qui ont compris que c'était en expérimentation, c'est que quelque part, on faisait des expériences sur l'être humain. Moi, ça m'a tapé au cerveau. Je me suis dit, s'il y a un mot expérimentation, ça veut dire que c'est pas au point. Donc c'est pour ça que j'ai refusé cette injection, bien avant que ma Sophia décède. Et puis malheureusement, ça m'est arrivé. Voilà, ma Sophia est décédée. Et c'est pour ça que moi, je ne lâcherai pas ce combat. Voilà. Donc j'ai parcouru un petit peu la France jusqu'à... Ça fait 1 an. J'ai parcouru ma dernière échappée, ça a été à Saint-Nazaire, dans le 44, le 6 août. Je suis partie retrouver des parents dont leurs enfants sont décédés. Il y a eu le petit Abel, le petit Anthony, et j'en ai peut-être oublié encore un. Enfin, c'est des parents que j'ai rencontrés à Saint-Nazaire qui, pareil, pleurent aujourd'hui. Et eux, leur dossier, il n'avance pas. Point de vue justice, ça n'avance pas. Est-ce que les procureurs ont reçu l'ordre de ralentir leur dossier? J'en sais rien. Moi, j'ai pas mal avancé dans mon histoire, hein, mais le procureur qui est parti demande d'autres investigations. Lesquelles? Je sais pas, parce que je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je sais pas. Donc aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi ma Sophia est décédée. C'est un peu bizarre leur histoire. Merci en tout cas pour ton courage, ton investissement, tout ce J'ai que pas le tu choix, fais. Roxane. Non, mais J'ai pas le choix. Pour Sophia, pour les autres parents, pour les autres enfants, et puis pour faire prendre conscience aux gens, moi je pense qu'il faut informer avant de faire injecter. Voilà, comme on appelle ça, je crois que c'est le consentement libre et éclairé. Voilà, je pense qu'à chaque parent, à chaque adolescent, il faut leur dire, voilà, si tu te fais injecter, il faudrait qu'on sache si tu prends un traitement, si tu as des allergies, si tu es malade, il faudrait leur poser toutes ces questions. Et après, vu qu'ils ne sont pas majeurs, il faudrait voir avec les parents, voilà, il y a eu tas de cas, il y a eu des effets secondaires, il y a eu ça, mais on ne sait pas. Donc, avec votre âme et conscience, est-ce que vous allez faire vacciner vos enfants ou pas? Voilà, parce que moi aujourd'hui, franchement, quand je vois un papa ou une maman qui pleure, je suis triste de ne pas leur avoir déjà porté mon témoignage. Mais maintenant, tout le monde le sait. Voilà. merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup. Voilà, on va faire une petite séance maintenant
deux dédicaces du livre d'Emmanuel. Donc voilà, je suis désolée, on est un petit peu... merci à tout le monde d'avoir suivi ce live et voilà, ça a été beaucoup. Merci pour tous vos partages. Allez-y, partagez. Merci à l'équipe de l'ASDAC et du Café des Libertés de nous avoir permis de faire la conférence ici à Port-Calquier. Et puis tous les dons seront reversés au Maman Louve et au Café des Libertés. Donc voilà. On vous dit à bientôt pour notre conférence. Et merci à tous ceux qui ont suivi cette conférence. C'était Anne Petit et à très bientôt. Et restez connectés et partagez ces vidéos. Merci. Ciao, ciao.